Voilà, c'est parti. Démarrage du décryptage en chanson sans tarder. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous sautivent, majestueux le char des dieux. Et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, de Péravine, de Seigneurie, par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Rebouba, Marc Saki nous caresse, Picoussi d'allégresse, ces armes battants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabé, gloire à Ruben Mouniabe, Wanje Mounié, Mouna Fonja, Afana Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs d'union, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le coup de série à Batouri de Bakassi à qui aussi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Sandrine Chatz, bonne année à toi. Prenons le vivre ensemble, sur le sillon Bonne année à de Coco la Moussamba renaissance du Kanki. Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous sautivent, majestueux le char des dieux. Et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonne année à Ulrich Son. De Nanga, les torrents de la Sanaga, de Péravine, de Seigneurie, par les flots du Vouri. Et à Donissimo. Réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Non, ce n'est pas un problème de souhaiter une bonne année le 31 décembre, parce qu'on est déjà le 1er janvier en Chine et au Japon. Sur les crêtes de Rebouba, Marc Saki nous caresse, Picoussi d'allégresse, ces armes battants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. J'espère que vous appréciez avec moi ce sublime morceau et davantage les paroles qui le composent. Gloire à Mangabé, gloire à Ruben Mouniabe, Wanje Mounié, Mouna Fonja, Afana Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs d'union, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le coup de série à Batouri de Bakassi à qui aussi, unis par le précieux
La nuit précède le jour, c'est-à-dire le jour suit la nuit. Bonjour à Edith. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, Edith sur les Nkop sillons Ngop, de la bonjour. renaissance du Et Cameroun. bonne année à toi. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà, bonsoir à vous et on va faire, comme on dit, on va y aller un peu vite parce que on est le 31 décembre. Demain c'est le 1er janvier et beaucoup d'entre nous sont pris dans les festivités. On veut rester en famille, on veut célébrer en cercle fermé, on veut profiter de la transition, voilà, et partager la joie. Entre nous, on ne veut pas se casser la tête avec des enjeux politiques, mais malheureusement, dans le contexte camerounais actuel comme dans le contexte africain, le cas de la RDC, la politique étant la vie, l'interaction sociale, il s'avère donc que les événements de ces dernières semaines, de ces derniers mois sont très importants et même si on est le 31 décembre, même si on est le 25 décembre, même si on est le 1er janvier, on ne peut pas passer outre cela. Parce que la réalité nous rattrape lorsque l'année recommence, la réalité nous rattrape lorsque les festivités s'arrêtent. Il est donc important d'avoir toujours été à la page et de ne s'être pas oublié quand il était question de faire la fête. On fait la fête, oui, mais on sait raison garder pour que lorsque les éléments importants reviennent, on ne se retrouve pas très dépaysé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les différents candidats à l'élection présidentielle de 2018 ont daigné parler encore à la population. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons écouté et nous daignons aussi analyser ce qu'ils ont dit parce que ça nous concerne, parce que ça va régir notre vie demain, aussi bien dans la diaspora que pour ceux qui sont au pays, aussi bien ceux qui sont au pays justement et la progéniture, nos familles, nos clans, nos tribus, nos ethnies, nos peuples, etc. Quand bien même nous déciderions de ne plus mettre les pieds en Afrique. Et parce que c'est donc important et parce que ça nous regarde, nous faisons abstraction du fait qu'on est le 31 décembre et nous en parlons quand même. C'est pour ça que je me réjouis aussi de tous ceux qui sont là aujourd'hui. J'espère que nous allons passer d'excellents moments. Nous allons essayer de décrypter les discours des deux personnages principaux, en tout cas que j'ai choisi aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto et le président, en tout cas officiellement en exercice, monsieur Paul Biya. Donc voilà, les deux se sont adressés aujourd'hui exactement à la même heure à la nation, en utilisant chacun des canaux particuliers. Et j'ai réalisé qu'en essayant de me connecter à la chaîne du professeur, je ne sais pas si c'était un problème technique, j'ai eu du mal à le faire, ça ne fonctionnait pas toujours très bien, c'était entrecoupé, ce qui me laisse à penser que le taux de connexion était tellement dense que voilà, un peu comme les matchs de Champions League, lorsque vous avez une finale Real-Barça, vous avez remarqué que vous aurez tous les problèmes du monde si vous regardez un lien streaming en ligne. Qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de problème sans solution. J'ai trouvé le moyen d'écouter ce discours en bonne et due forme. Et ensuite, j'ai écouté le discours de Paul Biya parce qu'il est important, même quand on supporte une formation politique, de garder une objectivité, d'opposer les avis, même quand on est convaincu de la médiocrité de son vis-à-vis, il est important justement d'en parler. Ça marque une différence entre nous et ce que nous appelons les sardinards, c'est-à-dire, contrairement à eux qui, ayant écouté de manière quasi religieuse ce que disait leur président, monsieur Paul Biya, ils sont partis du principe qu'il est le seul à avoir dit de bonnes choses et que les autres n'ont rien dit de solide et que justement ça ne valait pas la peine de les écouter. C'est ironique parce que convaincu que je suis que ça ne valait surtout pas la peine d'écouter Paul Biya, je l'ai quand même écouté pour que ce que je dis, que je pense de sa personnalité, de sa politique, ne soit pas pris comme une aversion, une antipathie, une opposition pour s'opposer parce que je n'aime pas Paul Biya et donc tout ce qu'il fait pour moi est mauvais, même s'il tousse, même si voilà, il se réveille, qu'il dorme, en fait tout ce qu'il fait me répugne. Il n'en est donc rien.
nous avons voulu faire preuve d'objectivité pour marquer la différence justement entre cette nouvelle formation politique qu'est le MRC et qui essaye de se démarquer des formations politiques précédentes et de la façon de faire la politique, en tout cas dans l'absolu, voilà, en écoutant pour rester objectif. Nous nous pencherons peut-être sur ce qu'a dit Cabral Libi ou quelqu'un d'autre plus tard, mais aujourd'hui, nous nous focalisons sur ceux qui, avec ou sans fraude, ont quand même été les principaux challengers lors des élections présidentielles du 7 octobre 2018. Je pars justement du principe que quand bien même Biya n'aurait pas triché, c'est soit il était deuxième, soit il était en tout cas les deux principales mosaïques actuelles dans la politique camerounaise sont le RDPC et le MRC. L'un est ultra médiocre et l'autre symbolise la nouvelle façon d'observer la vie sociale, la nouvelle façon d'organiser la politique. C'est ça qu'on résume sous le terme de renaissance. Alors, le président Paul Biya s'est exprimé et aujourd'hui nous allons analyser de manière chronologique le discours, les différentes étapes de son discours et après nous allons déceler les manquements, ce qu'il a oublié et ce qu'il a peut-être bien fait. C'est possible, même si ça surprend les sardinards. Et ensuite nous allons procéder de la même manière avec le professeur Maurice Kamto. Nous n'allons pas faire de commentaires sur les commentaires, nous allons nous focaliser sur ce que chacune des deux personnes a dit. C'est pour ça que je reviens sur un élément qui a été posé lorsque je faisais la communication du live que je suis en train de faire actuellement. Des gens ont demandé, Kamto fait le discours, il a quel pouvoir? Je dis qu'il faut foncièrement manquer d'intelligence pour poser les questions. Kamto fait le discours, il a quel pouvoir? On n'a pas besoin d'avoir un pouvoir pour faire un discours. Quand on est un leader d'opinion, on s'adresse à ceux qui approuvent notre opinion. C'est comme ça que je procède, par exemple, quand je fais un live. Et c'est comme ça que beaucoup procèdent quand ils font un live. C'est-à-dire, il y a des gens qui les suivent, il y a des gens qui sont convaincus de leur façon de voir les choses et qui donc sont toujours à l'écoute lorsque ces personnes-là ont des choses à dire, lorsqu'il y a des échéances importantes comme celle-ci, c'est-à-dire la transition, le passage d'une année à l'autre. Le deuxième élément, c'est que certaines personnes, certaines personnes ont écrit en commentaire, je ne vais pas citer les noms, une jeune fille certainement très aimable a dit est-ce que ton live sera objectif entre Paul Biya et Maurice Kamto? Et elle a complété en disant quand on a déjà un parti pris, voilà. Et moi, de lui répondre, justement, si tu réponds toi-même à ta propre question, c'est que toi, tu n'es pas seulement subjective, tu incarnes la subjectivité, puisque tu pars du principe que j'ai déjà pris parti et donc que je ne serai pas équilibré. Or, le simple fait que j'ai mis Paul Biya dans mon analyse, alors que beaucoup de partisans du professeur Kamto m'ont demandé justement de ne même pas parler de Paul Biya parce que ça ne valait pas la peine, ce dont d'ailleurs je suis très convaincu, mais je l'ai quand même fait. Vous aurez du mal à trouver justement dans le cadre dans le cadre de ces heures post-discours, des gens qui vous feront une analyse des deux entités, chacun prenant parti de manière aveugle. Alors, sans transition, je vais aller dans le fond des choses en commençant par le discours du président de la République, Paul Biya. Mon ressenti, il est lequel? Le ressenti en écoutant Paul Biya, c'est que, et c'est d'ailleurs un ressenti que j'ai depuis le début, ça ne change pas. C'est le renouvellement total, continu de ce que j'ai toujours vécu ces dernières années. Lorsque j'écoute Paul Biya parler, je me demande s'il parle de la République du Cameroun. Et il n'est pas le seul coutumier du fait. C'est un élément qui m'a traversé l'esprit chaque fois que j'ai eu à faire face aux sympathisants du RDPC, notamment sur les plateaux télévisés dans le cadre de la campagne. J'avais l'impression d'être face à ce que j'ai appelé le paradigme des deux Cameroun. Je l'ai d'ailleurs dit en Mondo Vision toujours, parce qu'on a ces gens-là qui portent le gouvernement actuellement de manière officielle et qui nous parlent d'un Cameroun qu'ils ont dû se créer dans leur tête et où on se demande mais est-ce qu'ils partagent notre quotidien ou alors l'espace tridimensionnel existe bel et bien, ils sont dans un cocon où ils vivent un Cameroun qui ne reflète pas le quotidien que nous, nos populations, nos familles vivent. Donc Paul Biya, il dit le septennat, en fait, il commence en disant, grosso modo, que le septennat devra être décisif. Il marque un moment important de notre histoire. Et ensuite, il fait une sorte de récapitulatif des dernières années. Il dit, voilà, depuis 50 ans, on partait d'institutions démocratiques plus ou moins archaïques et on s'est efforcé d'établir la sécurité et peu à peu, on est passé d'un modèle obsolète à un modèle un peu plus conforme. Donc, en résumé, ça veut dire que selon Paul Biya, les institutions du Cameroun balbutiaient lorsque l'État a été créé depuis les années 60 ou alors lorsque le multipartisme a vu le jour dans les années 90 et de fil en aiguille, il s'est activé à renforcer la sécurité interne et on est passé d'un modèle démocratique boiteux à un modèle démocratique à part entière.
J'ai envie de poser les questions à ceux-là même qui soutiennent le RDPC actuellement, s'ils ont l'impression, outre mesure, que la démocratie selon le modèle ancien s'est améliorée aujourd'hui. On peut dire dans les faits que oui, il y a un multipartisme, il y a voilà les libertés d'opinion, liberté d'expression et tout. En tout cas, ça c'est sûr, les textes, ça c'est de manière officielle quand on veut parler et former de belles phrases. Déjà de un, la fameuse démocratie dont il est question n'a pas été matérialisée lors de la campagne et de la période post-campagne, puisque la plupart des manifestations organisées notamment par nous, les membres de l'opposition, étaient réprimées. C'est-à-dire, vous n'aviez pas la possibilité même de vous réunir dans une maison pour parler de quelque chose parce qu'on on vous arrêtait, on vous inculpait pour atteinte à la sécurité de l'État. Mais on l'a vu avec les éléments de la canne dont on reviendra. Ceux qui ont volé, ceux qui ont braqué ne sont pas inculpés actuellement pour atteinte à la sécurité de l'État, alors que ce sont des volets conséquents du budget national dont ils se sont accaparés et pour leur fortune personnelle. C'est ça le paradigme des deux Cameroun. Et lorsqu'on dit que voilà, on a rétabli la sécurité, en tout cas lorsqu'il dit qu'il a rétabli la sécurité, je crois que dans les années 90, qu'on a instauré le multipartisme et qu'il y a eu les villes mortes, etc., bon, il y a eu une pseudo-accalmie, accalmie artificielle basée sur l'incapacité à résoudre les véritables problèmes. D'autant plus que Amadou Ejo lui-même avait déjà transformé la partie anglophone en poudrière, plus ou moins sans le vouloir, sous l'égide de la France, en allant à la conférence de Fumban du 17 au 21 juillet 1961 avec une constitution préfabriquée pendant que les anglophones voulaient discuter à partir de zéro. Leur ayant donné 3 à 4 jours maximum pour y réfléchir, ils n'ont pas eu le temps de s'accommoder de manière absolue avec les différentes clauses de cette constitution-là. Ils se sont retrouvés plus ou moins dos au mur et au mois d'octobre, on a déclaré la République fédérale de la même façon que l'État unitaire en 1972 lorsque il a plus ou moins informé que voilà, on va organiser un référendum et amener le peuple à dire oui, nous voulons une République unie du Cameroun. Encore que on nous dit que les travaux de Eno Meyomesse dont j'ai parlé lors d'une entrevue précédente nous disaient notamment qu'on a eu enfin, un scrutin où il fallait choisir entre oui et yes. Donc dans le sillage de ces troubles-là, on n'a pas eu l'impression que les choses se sont substantiellement améliorées puisque chaque fois que le peuple est descendu dans la rue, notamment en 2008, le président de la République a répondu par la répression. Autant on va dire que Boko Haram n'est pas un fait camerounais, c'est quelque chose qui est venu de nulle part et que oui, du point de vue sécurité, on a réussi à préserver l'intégrité territoriale restant dans le cadre interne. Dans la politique de Paul Biya, on constate plutôt que non seulement c'est lui qui a assassiné des centaines de personnes en 2008, c'est encore lui qui de toutes pièces a créé l'Ambazonie en se mettant à tabasser des gens qui descendaient dans la rue simplement pour réclamer quelque chose qui leur revenait de droit, à savoir la traduction de textes. Les syndicats d'avocats et enseignants, je crois que ce sont les représentants et de la justice et de l'éducation. Ce sont donc en fait les modèles, enfin les structures les plus pacifiques dont peut disposer un pays. Se sentant menacé peut-être à cause d'une psychose qui vient du coup d'État manqué de 84, Biya finit par penser que tous ceux qui vont dans la rue, c'est parce qu'ils veulent lui arracher son pouvoir et être président à sa place. Donc, je ne vois pas de quelle sécurité il parle. Il est en train de dire qu'il a justement renforcé les paradigmes sécuritaires de la République. Il n'en est rien. Sauf si vous avez un autre Cameroun, sauf si vous êtes dans un autre Cameroun où où vous ne vous rendez pas compte de toutes les difficultés que nous vivons. Alors, il continue en disant que la crise économique a brisé, voilà, il a dit, la crise économique a brisé notre élan. La crise économique, en tout cas, hormis les menaces sécuritaires auxquelles il fait allusion, lors des années 2000-2008, il embraye sur la crise financière mondiale qui a brisé notre élan, ainsi que la baisse du cours des matières premières. C'est très beau de le dire. La crise économique qui démarre en 2007 plus ou moins et en 2008 qui embrase plus ou moins le monde entier et qui a justement conduit aux émeutes de février vient du fait que devant justement les difficultés de chaque pays, certains pays se retrouvent à retenir leurs denrées et à ne plus les exporter parce qu'ils se disent si les choses se corsent, il va falloir que nous soyons en mesure de nourrir notre population. Ça profite donc aux pays qui produisent d'eux-mêmes et qui mangent ce qu'ils produisent et ça met encore en péril les pays qui ne vivent que
par les matières premières. Donc quand Paul Biya parle de la baisse du cours des matières premières, on a envie de lui poser la question, mais oui, justement, à quoi tu t'attends? De quel développement pensez-vous atteindre? Quelle émergence pensez-vous atteindre lorsque vous fixez les jalons de votre développement sur la vente des matières premières? Donc j'ai du pétrole, mais si par hasard on découvre aussi du pétrole au Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Qatar et tout, et qu'il y ait donc énormément du pétrole sur le marché, le prix du pétrole va baisser. Donc moi qui misais sur l'argent du pétrole pour financer les routes, les écoles, etc., je vais me retrouver à vendre énormément de pétrole pour assez peu d'argent. Ça ne va donc pas permettre de couvrir les investissements et on n'y arrivera pas. C'est exactement ce qui est arrivé en 2008, cumulé au fait que comme les denrées n'étaient plus importées vers le Cameroun, les maigres stocks de farine, de pain, de machin, etc. ont connu ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est quand l'offre est inférieure à la demande. Donc beaucoup de gens veulent acheter, mais il y a peu de nourriture. Donc les prix de la petite nourriture présente augmentent. C'est ça la problématique. C'est ça qui a débouché justement aux descentes dans la rue. Et Paul Biya a tabassé. Aujourd'hui, il dit que la crise économique a brisé notre élan. Il parle de sécurité. Il parle de la baisse du coût des matières premières. On ne sent pas la remise en question dans son discours. Et d'ailleurs, il confirme ce que je dis, puisque par la suite, il revient sur les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grandes opportunités. Je veux bien qu'on se moque de la population, je veux bien qu'on se moque de ses compatriotes, mais il y a quand même une manière subtile de le faire. Il ne faut pas le faire de manière aussi ouverte. Après, il parle d'émergence et il définit même le mot émergence. Il dit c'est le changement dans le sens d'une amélioration. En fait, quand on a eu des grandes ambitions, dans de bonnes idées, et qu'on est passé aux grandes réalisations, et qu'après les grandes réalisations, on se retrouve face aux grandes opportunités, ça ne veut pas dire qu'on a avancé, c'est un recul. Parce que quand on a la réalisation, mais à la fin, on est dans l'accomplissement, on est dans ce qu'on peut appeler la finition même, pour caricaturer. Mais si tu parles d'opportunité après les réalisations, on se demande dans quel type de monde on est. Normalement, l'opportunité vient avant la réalisation. On dit, allez déposer votre CV là-bas, ça vous donne l'opportunité de devenir telle ou telle chose. Vous avez l'opportunité avant d'accomplir. Mais au Cameroun, pays du possible, impossible, vous avez dans les opportunités avant les réalisations. Donc, quand notre cher Paul Biya, votre président, pour vous les sardinards, déclare que l'émergence c'est le changement dans le sens d'une amélioration, il a raison. Mais quand il dit donc que les grandes réalisations ont précédé les grandes opportunités, on est dans de la folie pure et simple. Après, il part dans le volet sécuritaire et il dit voilà, la situation a été stabilisée à l'extrême nord, la situation était plus ou moins stabilisée à l'extrême nord sur le volet Boko Haram. Oui, il a raison, j'ai d'ailleurs salué cela. En faisant muter l'organisme qui était là en 2008 pour qu'il devienne le bataillon d'intervention rapide, le BIR, il a créé une structure hyper entraînée, bien équipée et d'ailleurs bien entretenue, bien nourrie et tout, qui permet au pays de conserver sa sécurité. Ça c'est une excellente chose, c'est une chose dont on peut être fier quand on est Camerounais. Maintenant, dans le même souci d'objectivité, si les gens sont contents qu'on ait applaudi les accomplissements de Paul Biya, il faut aussi qu'il soit en mesure de supporter les critiques que nous avons envers ses manquements. Parce qu'il dit entre autres qu'il éprouve une grande sollicitude et une grande sensibilité à ce qui arrive aux ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Expliquer comment un président qui passe le plus clair de son temps à Genève en Suisse, on y reviendra d'ailleurs sur le discours du professeur Maurice Kamto, peut parler de sollicitude lorsqu'il n'a pas une seule fois depuis le début de cette crise mis les pieds en zone anglophone. Imaginez un peu en France, Macron lors de la crise des Gilets jaunes qui décide de ne pas descendre sur le terrain. Pour les fêtes de fin d'année, on a eu des photos de lui à Nice, sur la Côte d'Azur en France, et d'ailleurs ça commençait à faire couler beaucoup d'encre parce que les Français se demandaient mais comment lui il peut se la couler douce avec tout ce qui arrive dans notre pays. Et comme si cela ne suffisait pas, lors de l'incendie qu'il y a eu dans une île, ou alors lors de l'attentat de Strasbourg qui a coûté la vie à quelques personnes, il s'est rendu personnellement sur le terrain alors qu'il sortait de Bruxelles d'un sommet pan-européen. Vous avez donc un président en activité, en hyper-activité et qui malgré tout est décrié de sa population. De l'autre côté, vous avez un président absolument inactif, absolument immobile,
dont on ne voit pas la vigueur physique, la vitalité présidentielle, mais qui estime qu'il a bien travaillé. C'est comme si je ramenais 18 sur 20 à la maison et que je disais je dois m'améliorer, et après il y a quelqu'un qui ramène 2 sur 20 à la maison et qui dit qu'il est un excellent élève et qu'il a fait de l'excellent travail. C'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc, où est la sollicitude et où est la très grande sensibilité de Paul Biya dans les zones anglophones? Quand on est sensible aux problèmes des gens, on descend sur le terrain, on partage leurs souffrances, on vit, on écoute, on pose des questions, on n'attend pas les rapports pour dire après qu'on est mal entouré et que c'est l'entourage qui travaille mal. À un moment donné, on doit se demander, mais à quoi sert le président? Est-ce qu'il sert à signer les papiers derrière un bureau sur une table? À un moment donné, ça finit par donner du mal de dos. Manifestement, lui, il n'a pas ce type de problème, ça l'arrange tout à fait, et il est donc capable d'éprouver la plus grande sollicitude, même sans se déplacer. Et il n'est pas le seul, puisque dans le cadre de la fameuse campagne, alors qu'il avait prévu se rendre à Boya, il ne s'y est pas rendu. Il a estimé que 12 minutes de campagne suffisaient, et on peut comprendre qu'il avait autant de certitude, vu que il y avait déjà des boîtes de sardines, de l'argent, les Transparency International fabriqués et les faux PV et la maison d'Atangana Clément qu'on avait mis à disposition pour qu'il soit assuré d'avoir déjà la victoire. Avec l'adversité farouche qu'on leur a opposée, on voit bien comment ils ont peur, on voit bien comment ils ont tremblé, on voit bien comment même tout à l'heure, une sardinade tremble à l'idée que Wilfried Ekanga fasse un live pour commenter l'actualité, le Kamtovis et Paul Biya. Elle sait que normalement, en toute objectivité, Paul Biya ne fait pas le poids. Et c'est la superbe adversité que nous leur avons opposée dans le cadre de cette campagne, ce qui rendait impossible la victoire du RDPC. Le seul moyen pour le RDPC de gagner était d'user des mécanismes dont ils ont usé pour frauder, pour tricher et s'assurer la victoire. C'est donc cela, ce à quoi nous avons eu affaire. Et comme si cela ne suffisait pas, Paul Biya dit que les forces, dans le cadre d'une absence de volonté des Ambazoniens, en tout cas de ceux qui sont dans la forêt, on va dire dans le maquis, de sortir, les forces de l'ordre, en tout cas les forces de sécurité, recevront instruction de les neutraliser. Ce n'est pas mauvais en soi. Je suis d'accord que dans un contexte de guérilla, lorsqu'il y a un État républicain, si l'État tend une main vers le dialogue et que justement les guerrieros, les membres de la guérilla refusent d'accepter la main tendue, la perche qui leur est tendue, je suis d'accord que l'État réprime en utilisant le moyen de la violence légitime dont il dispose. Le problème, c'est ce que Paul Biya dit ensuite et qui matérialise un peu son état d'esprit. Il dit, il est conscient de ce que les insurgés infligent aux populations. Bon, c'est très beau. Une façon de dire, oui, les Ambazoniens, chers Camerounais, vous font souffrir, vous êtes mon peuple et je compatis à votre douleur. Donc, ces Ambazoniens-là qui vous font souffrir, on va essayer, voilà, de les neutraliser, on va essayer enfin, je suis conscient de ce qu'ils vous font subir et on va essayer de mettre fin à cette situation chaotique qui vous désavantage. Sauf que, aussi beau que cela puisse paraître, l'erreur, c'est de communiquer l'information selon laquelle, en fait, ce sont les méchants anglophones, même si c'était les Ambazoniens. Ce sont ces méchants-là qui font du mal à la population. Et moi, Paul Biya, je suis seulement là pour vous protéger. Il oublie quelque chose de fondamental. Il oublie le point de départ principal même de cette fameuse crise. Il oublie que tout démarre par le fait que les fameux avocats et enseignants sont descendus dans la rue pacifiquement et Paul Biya les a chicotés. Il y a eu des premiers morts à ce moment-là. Donner aujourd'hui l'impression que c'est parce qu'il y a des guerriers, c'est parce que les gens sont dans la forêt avec les kalachnikovs et les grenades, que l'armée est là-bas et qu'elle riposte, c'est faire croire que dans ce Cameroun-là, quand vous manifestez pacifiquement, on vous regarde et on tolère vos manifestations. Quand je sais que nous-mêmes, c'était l'avantage d'aller au Cameroun, c'était l'avantage de fouler la terre camerounaise et de battre cette campagne-là personnellement, quand vous vous rendez compte que même dans une conférence organisée à huis clos, dans un domicile familial, que vous diffusez d'ailleurs en direct, c'est-à-dire c'est certes à huis clos, mais ce n'est pas comme si vous êtes dans une secte où vous cachez ce dont vous parlez. Dans une conférence diffusée sur Facebook, les forces de l'ordre viennent dans le domicile privé de quelqu'un lui dire qu'il n'a pas le droit de réunir tel nombre de personnes chez lui, en vertu de quoi on ne sait pas,
tant il est vrai que les voisins eux-mêmes ne se sont pas plaints du bruit, vu que nous n'avons pas fait de bruit. Paul Biya ne peut donc pas aujourd'hui dire que ce sont les méchants anglophones ou les méchants ambazoniens qui tirent sur la population, et lui, le gentil, il est conscient de ce que les insurgés infligent aux populations. L'incapacité de remettre en question les raisons qui ont conduit à la situation actuelle est la raison pour laquelle la situation actuelle demeurera, si elle ne s'aggrave pas d'ailleurs. Ce qui amène à dire de manière absolue que Paul Biya est incapable de résoudre la crise anglophone. Ce n'est pas sous Paul Biya que le problème sera résolu. L'une des conditions sine qua non, puisqu'il en a même parlé de conditions sine qua non, pour que la problématique soit résolue, c'est que Paul Biya ne soit plus président. Il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas parce que nous ne l'aimons pas que nous le disons, c'est parce que quand bien même nous lui accordons une chance de dire quelque chose ou alors de mettre sur pied quelque chose en faveur du changement, il ne le fait pas. Il pense que faire des décrets suffira. Il pense que créer des comités nationaux de désarmement et tout, bon, encore que c'était une idée, entre autres, tirée des propositions du professeur Camto. Il pense qu'il suffit de signer comme ça et comme par enchantement, les choses vont changer. Non. Tant que tu penses que tu es le seul à avoir raison, tant que tu penses que dans un contexte comme celui-là, ce sont les autres qui se comportent mal et que ta façon de faire est la meilleure et que c'est eux qui n'écoutent pas, justement, tu as devant toi des œillères qui t'empêchent de voir tes propres erreurs et du coup, quand les autres te présentent leur doléance, tu n'écoutes pas, tu penses qu'il n'y a que tes propositions qui sont les meilleures. C'est ça donc quand je parlais de la conférence de Fumban, qui est l'une des racines de la problématique anglophone. Ce n'est pas pour rien que quelques années plus tard, le deuxième premier ministre du Cameroun britannique, monsieur Augustin Gomjoa, entre 65 et 68, proposait une sorte d'anglophonie à deux nationalités, avec une nationalité pour le Cameroun francophone et une nationalité pour l'Ambazonie, ce qui était déjà, enfin le nom apparaît déjà à ce moment-là, il n'a pas été créé la semaine dernière. Avant qu'Aïdjo ne lui dise que non, j'ai créé une république fédérale à deux États, ça ne veut pas dire qu'il y a deux Cameroun dont la nationalité sera conforme pour les deux parties. Donc Amadou Aïdjo dans la conférence de Fumban, même s'il était bien intentionné, accordons-lui le bénéfice du doute, l'outrecuidance de débarquer face à des alters égaux avec des propositions toutes faites sans leur laisser la possibilité de présenter eux aussi leurs propositions, a créé un mécanisme à solution unique, à solution partielle, d'où le ressenti des anglophones aujourd'hui qu'on leur a volé la fédération, ils voulaient peut-être même la fédération, mais pas sous les conditions, sous les clauses dans lesquelles elle a été fixée. Paul Biya, qui doit très bien connaître l'histoire, qui doit bien savoir de quoi il en retourne, normalement aurait dû justement procéder autrement. Mais même quand le cardinal Christian Tomi, l'archevêque de Bamenda, enfin l'imam de Bamenda de Boya, en tout cas lorsque le clergé christiano-musulman a décidé d'organiser les All Anglophone Conference, elles ont été repoussées plusieurs fois sous l'égide et la pression du RDPC parce que Biya veut toujours être le maître du jeu, celui qui dirige les opérations pour que les solutions soient les siennes. Il ne veut pas donner la chance à ceux-là qui sont dans la situation et qui comprennent mieux puisqu'ils le vivent dans leur chair. Il ne veut pas leur donner la chance de présenter à eux leur façon de voir le monde. Et c'est justement pour ça que les solutions erronées produisant les mêmes effets, ou plutôt le manque d'effets, ce sont les mêmes éléments qui vont conduire justement à ce que les mêmes problèmes surviennent. Ce n'est donc pas à travers Paul Biya, ce n'est donc pas sous Paul Biya que la question anglophone sera résolue. C'est lui-même qui démontre que la question ne sera pas résolue sous sa présidence parce qu'il est incapable de remise en question totalement. Donc, il parle dans ce siège de l'offre de paix à Boko Haram et aux membres, aux anciens guerriers, aux anciens combattants, dans une perspective de réinsertion sociale. Le problème avec Paul Biya lorsqu'il s'exprime, c'est que les propositions sont très belles. Elles sont même très jolies, mais elles se heurtent à deux problèmes. Le premier, c'est que il les fait plus ou moins par décret. Le deuxième problème, c'est que on a du mal à ressentir qu'il vit ce qu'il est en train de lire. Je sais que tout le monde fait des discours, ils ne sont pas forcément en direct, ils sont préparés et tout, mais il faut au moins vivre le texte qu'on lit, il faut au moins montrer que voilà, on est convaincu de ce qu'on est en train de dire. Mais là, on voit bien un président qui remplit juste une formalité et qui, voilà, puisque c'est le 31 décembre, il y est bien obligé, sinon il aurait envoyé le secrétaire général ou le directeur du cabinet civil signer un décret et voilà, on aurait dit sous décision présidentielle, voilà ce qui a été élaboré comme solution. Donc, quand il parle de ces éléments de réinsertion sociale, on a envie, troisièmement, de lui demander, mais attends, ça fait 50 ans, presque 50 ans, plus ou moins 50 ans,
que tu es au pouvoir, ça fait 36 ans que tu es président. Attends, tout ce dont tu parles, mais on était où les 36 dernières années? Pourquoi tu n'as pas mis sur pied ces solutions? Enfin, de quoi il s'agit? Quand il dit donc que parallèlement, il va justement encore activer le levier de la promotion du bilinguisme, mais attendez, est-ce que je suis le seul à avoir remarqué que ce cher président n'a pas dit le moindre mot en anglais? He's not even able to say one word in English. C'est-à-dire, on se demande que, mais attends, on est dans quel pays? Even one word. Il n'arrive même pas à dire le moindre mot. Comment tu peux parler de bilinguisme? Comment tu peux parler de bilinguisme? Can you talk about bilingualism if you are not capable of saying one word in the other language? Comment c'est possible? On est quand même, on dit, un pays bilingue. Tu es le premier Camerounais. Tu as le devoir de matérialiser. C'est-à-dire, l'exemple vient d'en haut. It comes from above. Il faut montrer que les gens doivent parler anglais. En tout cas, les gens doivent s'essayer à l'anglais parce que toi aussi, au moins, tu maîtrises quelques bribes. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle, c'est ça le vivre ensemble, c'est ça la matérialisation du bilinguisme, c'est ça la matérialisation de l'équilibre régional. If you don't do it, it's simply a joke. C'est-à-dire, tu es en train de, c'est comme le sango, tu es en train de t'amuser, tu es en train de jouer avec tes populations. Tu balances un beau discours, mais qui n'a aucune application pratique. Donc, il est venu plusieurs fois en train de dire que, enfin, il est venu plusieurs fois donc sur les éléments, après sur l'économie, en disant, bon, moi j'ai eu un problème à ce niveau quand même, dans cette chronologie de son discours. Il dit, grâce aux mesures en tout cas du gouvernement, l'économie se redresse peu à peu. Je crois que je vais réécouter le discours pour m'assurer que j'ai bien écouté, parce que quand il dit l'économie du Cameroun se redresse peu à peu, je ne sais pas de quoi il parle. Sur le volet de la CAN, les énormes déficits budgétaires que nous avons déjà ont été additionnés aux manquements que nous aurons parce que les retombées de la CAN seront absentes et que les investissements quand même sont déjà partis et que de l'argent a été volé à des fins personnelles. Où est-ce que nous allons trouver les fonds pour redynamiser l'économie? Tant il est vrai que l'économie est encore basée sur la promotion des matières premières et en espérant qu'elles auront des retombées pour que nous soyons développés, enfin pour que nous soyons autosuffisants du point de vue alimentaire. Donc il a donc balancé comme ça ces slogans-là qui me donnent l'impression qu'il lit sans lui-même être convaincu de ce qu'il lit. Il parle de la priorité à la modernisation de notre agriculture. On va parler tout à l'heure du comice agro-pastoral des Bolov, on dit agriculture. Bon, il parle des moyens techniques nécessaires. Bon, on va revenir sur les tracteurs. Les tracteurs sont Bolov depuis 2011 dans la brousse. Nous sommes le seul pays au monde qui réussit à faire pousser des tracteurs de terre. S'il y a des non-camerounais qui sont en train de regarder ce live, je vous invite vraiment à aller visiter mon pays. Je vous invite vraiment à aller au Cameroun, dans la ville des Bolovins. C'est dans la région du sud, c'est le chef-lieu de la région du sud. Vous allez trouver dans la banlieue de la ville des tracteurs qui poussent en pleine forêt. Vous allez trouver des véhicules matériels qui poussent sur des matières organiques, dans des herbes. C'est un dispositif technologique excellent que nous avons réussi à créer parce que Paul Biya est très compétent. Donc c'est cela. Alors, il parle de cela comme ça et de révolution agricole. Mais comment vous allez parler de révolution agricole sans énergie? Il a dit révolution agricole. Et révolution agricole, ça veut dire que vous partez d'un modèle d'agriculture précis pour passer à un autre. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui au Cameroun qu'on est passé d'une agriculture de subsistance à une agriculture industrielle? C'est ça la révolution. La révolution Thomas Sankara, c'était de ne plus importer ce qui venait d'ailleurs. Et ça passait partout, pas seulement dans la culture, mais dans l'industrie. Par exemple, le textile. Et le textile même a des affinités avec l'agriculture parce que le coton, par exemple, qui fabriquait le faso d'Anfani, la tunique des Burkinabés sous Thomas Sankara, c'est celle que porte d'ailleurs très souvent le président Kaboré. Voilà, et le coton, il s'arrange à ce que le coton est produit par les tisserands locaux. C'est pour ça qu'il avait renationalisé, en tout cas une entreprise, le résidu d'une entreprise française qu'on appelait Voltex. Il l'avait rebaptisé en Faso Famille pour créer le Faso d'Anfani qui signifie le pagne tissé de la patrie. Il faut le de la patrie, c'est pour ça qu'il y a Faso dedans. C'est-à-dire ce sont les Burkinabés, c'est tissé par les Burkinabés au Burkina Faso pour les Burkinabés. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que Paul Biya s'est lancé un énorme défi de redynamiser à outrance la production, le Made in Cameroun pour la consommation des Camerounais? Non, même ces pagnes pour fabriquer
les pagnes avec lesquels les émissaires du RDPC se sont habillés, le pagne comme Sanganyam Ding portait sur le plateau télé et Equinox face à moi, c'était certainement des tissus qui venaient de la Hollande, etc. Alors que la matière première souvent vient même de chez nous, mais l'incapacité d'industrialiser la production fait que ce sont les autres qui produisent chez nous, partent avec la matière première, la transforment et revendent beaucoup plus cher. Ce que nous produisons, c'est seulement pour la subsistance personnelle, si en faible quantité, pour la subsistance personnelle. Et par déficit d'énergie, quand bien même on veut produire à l'industriel, on n'arrive pas déjà du point de vue infrastructurel à transporter dans les grandes villes pour que ce soit vendu. On n'arrive pas à transformer parce que les usines ne peuvent pas être alimentées. Il y a une absence d'électricité. Aujourd'hui même, à l'instant même où je parle, on me dit qu'à Yaoundé actuellement, il y a des endroits qui n'ont pas d'électricité. J'ai appris que la ville de Douala était sans électricité, en tout cas peut-être est encore sans électricité, je sais plus trop, était sans électricité pendant de longs jours. Quand on sait que de grands quartiers, ça ne touchait pas que la périphérie. Bonapriso, Bonanjo, les quartiers européens, on va dire quand même, les quartiers les plus beaux de la capitale économique, étaient quand même dans le noir. C'est assez sidérant. Alors le président de la République, dans ce siège de manque d'énergie, nous a parlé des centrales solaires aussi. Voilà, il dit électrification des zones rurales. Mais en fait, je veux dire, parfois nous sommes les principaux responsables de ce qui nous arrive. Soit on est complètement novice en politique, c'est-à-dire on vient d'arriver et on écoute pour la première fois, soit on est volontairement en train de se faire arnaquer, c'est-à-dire on accepte de se faire écraser, on accepte de se faire mentir. Parce que le discours qu'il dit aujourd'hui, c'est le 36e discours du genre. Il a dit 36 fois la même chose. Il parle d'électrification, d'énergie et tout, mais j'ai un ami en Italie, le PDG d'Africa Tech Solar Bolivie Wakam, que nous sommes d'ailleurs allés voir il y a quelques jours dans la ville de Savona, au bord de la Méditerranée. Il a créé justement, en tout cas, il est en train d'essayer d'impulser une dynamique de fabrication, de transformation d'énergie à travers les panneaux solaires sur le sol camerounais, sachant que nous avons toutes les possibilités d'énergie, aussi bien le thermique qui consomme la chaleur, il fait très chaud au Cameroun, que le photovoltaïque qui consomme la lumière. Il y a énormément de soleil au Cameroun, c'est très ensoleillé. Actuellement en Europe, on est en hiver, le soleil se couche à 17 heures. Or, l'Allemagne est le premier producteur de panneaux solaires en Europe. Le premier producteur de panneaux solaires dans le continent européen et l'un des principaux producteurs dans le monde. C'est assez impressionnant pour un pays qui n'a quasiment pas de soleil. Comment est-ce qu'on explique cela? Comment est-ce qu'on peut expliquer voilà, une telle disproportionnalité des choses? Le Cameroun, par contre, voilà, fournit à peine à la moitié de sa population de l'énergie. Et ce n'est possible que sous un président qui gouverne avec les slogans et qui ne dit pas réellement comment il compte faire les choses. Et comme si, voilà, dans le même sillage, il dit, dans le cas du FMI, enfin, il dit dans le cadre des subventions, il dit que voilà, on va solliciter le FMI pour une facilité élargie du crédit. On m'a souvent critiqué de prendre des exemples ailleurs dans le monde. Maintenant, prenons des exemples en Afrique. Le président du Ghana, qui a remplacé John Atta Mills, le nouveau président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est fixé pour défi d'atteindre ce que les Allemands ont appelé ici die Schwarze Null dans le domaine budgétaire, l'équilibre budgétaire. On va pas dépenser plus on va pas dépenser plus qu'on ne gagne. Nana Addo, lui, dans ce sillage, s'est arrangé à ce que le budget pour cette année soit totalement en fonds propres, totalement sur les subventions ghanéennes, sur la production et la fiscalité ghanéenne. Il ne veut pas de l'argent qui vient d'ailleurs et il a réussi son pari. Le Ghana a présenté fièrement un bilan dénué de toute intervention étrangère. Même le médiocre Joseph Kabila, qui a refusé de quitter le pouvoir depuis le 19 décembre 2016 et qui a fini par organiser les élections après avoir fabriqué un pion, Emmanuel Ramazani Shadari, a eu la présence d'esprit d'organiser les élections sous fond congolais et sans la participation des observateurs européens. Mais Paul Biya, le président des grandes ambitions et des grandes opportunités, vous dit que lui, il va encore avoir recours au FMI et tout. Le Cameroun déjà très endetté, le Cameroun gouverné par des corrupteurs, des voleurs qui prennent la fortune publique pour richesse personnelle, va encore aller prêter de l'argent au FMI et ils prétendent de vouloir se développer. Je veux bien qu'on soit sardinard, je veux bien qu'on soutienne le président Paul Biya, mais il faut être capable de démontrer avec des éléments factuels que sa politique a le moindre sens, comme nous sommes en train de démontrer actuellement avec des éléments factuels qu'elle n'en a pas du tout.
Le mot sens n'a même rien à voir, n'a même rien à voir avec, enfin, dans cette phrase, il dit que la maturation de nos projets prend plus de temps que dans les pays à niveau comparable. Oui, il a raison. Par exemple, la réalisation des infrastructures de la Cannes, on va dire, ça nous prend plus de temps que dans des pays qui ont un niveau comparable. Les Ivoiriens ont fini plus ou moins le stade des Bimpe. Les Ghanéens justement avaient construit le stade, un stade qui était équivalent, le stade de Tamale, qui était équivalent au stade de Limbe, mais qui coûtait 8 milliards de francs CFA, enfin un franc CFA arrondi, en moins que le stade de Limbe. C'est-à-dire, voilà, le stade de Limbe était à 18 millions de francs. C'est 18 milliards de francs CFA pour 20 000 places. Le stade de Tamale est à 10 milliards de francs CFA pour 21 000 places. Donc, vous imaginez. Donc, c'est bien qu'ils disent que voilà, il est temps que nos projets soient accélérés et qu'ils ne prennent pas autant de temps que pour les pays à niveau comparable. Mais voilà, l'exemple du Ghana que je viens de prendre avec Nana Akufo-Addo, il aurait déjà pu commencer, il aurait déjà dû commencer dans les faits à imiter les exemples de ceux qui font bien que de se dire, enfin, que de penser que c'est parce qu'il l'a dit de manière comme ça, comme à son habitude, en gouvernant avec des slogans, que c'est parce qu'il l'a dit que les choses se réaliseront comme il l'a dit là. Ce n'est pas par décret. C'est ce qu'on a dit à Jean Djenga pour se moquer de lui parce qu'on voulait voulait faire croire que Biya est plus sérieux, mais en tout cas dans le même sillage, ce n'est pas par décret, il faut le dire à Paul Biya aussi, ce n'est pas par décret qu'on gouverne un pays, ce n'est pas par décret que les choses changent ou que voilà, il se passe substantiellement quelque chose. Pour résumer, parce qu'on ne va pas passer la nuit sur son discours, sa lecture, la lecture était sans conviction. Enfin, il lit, tu sens que voilà, il lit simplement. Voilà. Il parle d'égalité de chance. Je ne sais pas de quoi il parle. C'est quoi l'égalité de chance? Vous avez l'illusion qu'au Cameroun, il y a une égalité de chance. Une femme se fait systématiquement draguer lorsqu'elle demande un travail alors qu'elle possède la qualification et on cautionne, c'est-à-dire le PDG de l'entreprise cautionne une nuit passée avec elle pour lui donner un emploi et l'État ne s'arrange pas à mettre de manière officielle des dispositions de sanctions terribles face à ces gens-là. La femme est tellement protégée en Europe qu'on se demande où est-ce que les hommes étaient quand les lois étaient votées. Parce que c'est même une loi, ce sont même des lois plus ou moins injustes envers les hommes, on va dire. C'est carrément la situation inverse, tant il est vrai que la femme a été opprimée en Europe pendant de longs siècles. Mais alors, ils se sont réveillés à un moment donné et finalement la société est allée dans l'autre sens au point, c'est même devenu presque une guerre entre les hommes et les femmes. Dans le cadre du Cameroun, non, l'égalité de chance, elle n'est nulle part. C'est-à-dire, dans les NAM, les fils de sont promus, sont même parfois premiers de la promotion, même quand ils ne sont plus vivants depuis plusieurs années. Dans les concours administratifs, la qualité ne prime pas, ce sont les fils, les cousins, les pères, les machins. Il faut une nouvelle façon de penser. Mon père étant dans l'appareil législatif Cameroun, j'aurais peut-être plus de facilité si je m'étais dit, voilà, moi je vais voter le RDPC, je vais supporter la sardine. Ça fait que même si je n'ai pas le niveau, même si je n'ai pas la qualification, comme mon père est sénateur RDPC, bon, du coup, je suis au gouvernement et voilà, je profite aussi de la mangeoire. Sauf que ma façon de voir la politique, la façon de regarder l'échiquier et le développement au Cameroun ne concorde pas du tout avec cette façon de faire. On privilégie la compétence dans la nouvelle façon de voir les choses. Et si j'estime que je ne suis pas compétent, que je n'ai pas le niveau, je ne vais jamais rien réclamer parce que mon père est X, Y, Z ou que ma mère est X, Y, Z. Et si je vois que mes parents, mon père, ma mère, mon oncle, mon cousin, mon fils, se comportent très mal et ont des politiques défavorables au pays, je m'opposerai politiquement à eux. C'est rationnel. C'est ce qu'il faut faire parce que il faut choisir, comme le disait Sankara, entre de l'eau potable pour tous et une bouteille de champagne pour quelques-uns. Paul Biya, quand il parle de la CAN, ne parle pas des sanctions, parce qu'il a parlé aussi de la CAN, il ne parle pas des sanctions envers ceux qui ont justement dilapidé les fonds, il balaie comme ça, c'est-à-dire c'est comme si, voilà, il dit simplement, au regard de certaines données, la CAF a estimé qu'il fallait procéder à un glissement de date. Waouh! La CAF n'a pas procédé à un glissement de date. La CAF a dit le Cameroun n'est pas capable d'organiser la CAN. C'est par gentillesse déjà que Ahmad avait dit non, je n'ai pas dit que je voulais retirer la CAN au Cameroun. C'est par gentillesse qu'il a dit bon, la Côte d'Ivoire n'est pas prête, le Cameroun doit organiser en 2021, mais dans les faits, il n'en est encore rien. Il n'y a qu'un seul fait, le Cameroun est dépossédé de la CAN 2019 et officiellement pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire pour 2021 et la Guinée pour 2023. Le reste, les changements se passeront après les négociations. Il n'y a pas de glissement de date qui tienne.
Il ne remet pas en question la médiocrité, il ne remet pas en question l'incapacité de son prétendu entourage. Ça veut dire qu'il cautionne l'entourage. Si vous êtes incapable de gérer une entreprise, mais vous êtes limogé, si vous êtes incapable de gérer une maison ou de gérer une salle de classe, vous perdez votre métier d'enseignant. Si vous êtes incapable de gérer un gouvernement, mais vous n'avez rien à faire comme président. Parce qu'en même temps, il ne va pas sur le terrain, on dit voilà, il envoie des gens. En même temps, il ne dialogue pas personnellement avec les anglophones, on dit voilà, il délègue. En même temps, il est incapable de surveiller les chantiers de la Cannes. En même temps, on dit que voilà, c'est quand même le président. En même temps, il ne sanctionne pas ceux qui se comportent mal, mais à quoi il sert finalement? La grande question qui nous accompagne au 1er janvier 2019, c'est celle-là. Donc quand il dit que tous les investissements seront réalisés et que nous devons rester mobilisés, nous allons surtout rester mobilisés à le surveiller, à surveiller sa politique absurde et à lui dire en tout cas à travers ce que nous disons à nos compatriotes, à travers l'échange que nous avons avec nos compatriotes et la possibilité que nous leur donnons de confirmer ou d'infirmer ce que nous disons, c'est le seul type de mobilisation que nous allons faire. Parce que nous n'admettons pas la médiocrité à la tête de l'État, nous admettons l'intelligence basée sur la réflexion, basée sur la prospective, basée sur la projection d'avenir. Donc voilà, maintenant nous sommes, enfin, pauvres ignorants qu'ils soient, toi, tu es qui? Bon, je vois que ça discute énormément dans le forum de commentaires. Mais pour ne pas perdre le fil, on va aller sur la deuxième partie, le discours du professeur Maurice Kamto, qui est certainement la raison pour laquelle les gens ont rejoint ce streaming. Alors, le discours du président du MRC, le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, se distingue du discours du président du RDPC en ce sens qu'il est factuel, il est pragmatique. Ce n'est pas un acte de préférence. Lorsque vous écoutez le professeur Maurice Kamto, même si vous êtes l'un des plus gros idiots de la Terre, vous remarquez déjà qu'il a parlé énormément en chiffres. Il n'y a pas le moindre chiffre dans le discours de Paul Biya. Il a même été incapable de mentionner des dates. Quand il a parlé du communisme agro-pastoral, il a même été incapable d'instruire la population que, en fait, c'était en 2011. Il a juste simplement lu comme ça, dans le ciel de la littérature, qui le caractérise. Pas de pragmatisme, pas de fait. Le professeur Maurice Kamto commence par dresser en tout cas le bilan, l'état des lieux. Il est impossible d'avancer si vous ne savez même pas où vous vous trouvez, si vous ne savez pas d'où vous venez. Il a dressé l'état des lieux en disant les Camerounais se retrouvent dans une sorte de pessimisme, de cynisme, de délabrement, en tout cas dans un état mental négatif parce que voilà, les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient. Et c'est clair que quand vous allez au Cameroun, ce n'est pas la grande joie. Heureusement que dans son intelligence, Paul Biya met encore à disposition la bière et les églises pour embrouiller et abrutir la population. Ce sont les seules structures qui n'ont aucun problème d'émancipation. Mais quand un Camerounais se remet à réfléchir, quand il n'est pas abruti par le pasteur ou par la bouteille de bière, et qu'il prend un instant pour réfléchir à sa vie, à son avenir et au cadre du pays, il se rend compte que ce n'est pas la grande forme. Il se rend compte que rien ne va, quel que soit le secteur. Et Kamto arrive et il précise que le responsable, c'est Paul Biya. Il l'a dit clair et net, c'est Paul Biya le responsable. Et moi encore, je l'affirme, notamment sur la crise anglophone et sur la crise économique. Il a précisé ensuite, le professeur Maurice Kamto, que Paul Biya, justement, pour créer l'état de délabrement mental dans lequel nous nous trouvons, a usé de tout type d'armes, matérielles ou non. Les armes matérielles, c'était justement le fouet, la chicole, la matraque, les fusillades et tout. Il y a près de 1000 morts, c'est Kamto qui le dit, en zone anglophone par exemple, du côté des populations. Il y a 200 morts du côté des forces de l'ordre. Vous voyez que le professeur ne parle pas seulement en termes de partisans. Il précise même qu'au sein des forces gouvernementales, il y a des victimes pour matérialiser le message qu'on n'est pas dans une guerre de Camerounais contre les Camerounais. On est dans une guerre de fausse politique contre une nouvelle idée de faire la politique. Les militaires ne sont pas nos ennemis. Paul Biya n'est pas notre ennemi. C'est un Camerounais comme nous tous. Mais la politique de Paul Biya est ultra médiocre. Et donc, si Paul Biya n'est pas notre ennemi, le président, ou du moins le prétendu président, Paul Biya, lui, il est notre ennemi parce qu'il conduit le Cameroun droit vers la crevasse. Et le professeur Maurice Kamto dit donc qu'on a eu 1000 morts, on a eu 200. On a eu 1000 morts du côté des anglophones environ, on a eu environ 200 morts du côté des forces de l'ordre et on a près de 50 000 déplacés au Nigeria et plusieurs milliers de déplacés encore en interne.
Et les conséquences ne sont pas seulement sur le bilan humain, le professeur continue en parlant encore de faits pour visualiser, ça permet aux Camerounais de voir, ça permet à la population de voir de quoi il retourne. Les chiffres économiques, il parle des chiffres économiques en disant que les crises de ces dernières années ont détruit approximativement 6 000 emplois, ont créé dans les structures entrepreneuriales publiques et privées, le chiffre d'affaires total s'élève à près de 280, enfin il peut l'appeler entre 269 et 270 milliards de perdus. Et quand il y a la guerre, les gens ne peuvent pas payer d'impôts parce que la structure économique ne fonctionne pas. Donc c'est aussi près de 5,9 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires que nous avons perdu. Et comme il ne faut pas seulement critiquer pour critiquer, parce que c'est cela la différence avec, enfin, dans les nouvelles façons de faire la politique. Je n'ai pas choisi de voter ou de soutenir le MRC par hasard. C'est parce qu'on n'est pas dans la critique de la critique, on n'est pas dans la critique outrancière, on est dans la critique pour les solutions. C'est pour ça que lorsque Paul Biya parlait du comité, du comité national de désarmement pour les ex-combattants, c'est une mesure le 26 novembre présentée par le professeur Maurice Kamtolu, en fait dans le ciel de beaucoup de mesures qu'il a présentées et dont le gouvernement se rend compte sur le tard. Parce que le RDPC n'élabore pas une solution en fonction du problème. Le RDPC voit un problème, attend que le problème s'aggrave et élabore la solution 1 pour le problème qui est déjà à la phase 2. Quand le problème arrive à la phase 3, c'est là où il applique la solution 2. Et comme ça ne fonctionne pas, ben le problème passe à la phase 4 et c'est là où il affiche la solution 3. Et ainsi de suite, on continue donc de courir derrière le problème et ça ne marche pas. Lorsque aujourd'hui il dit qu'il a libéré les 289 anglophones, bon, le professeur Kamto a justement demandé dans son discours, en tout cas a laissé entendre dans son discours que déjà il faut garder à l'esprit que les 289 ne sont pas tous des anglophones. Donc ce n'est pas comme si, voilà, quand il dit anglophones, ils sont pas, c'est pas parce qu'on les a emprisonnés ou qu'ils ont soutenu la crise anglophone qu'ils sont donc identifiables comme les anglophones, puisque les gens ont voulu créer deux Camerounais, les anglophones et les francophones, comme si ça se voyait dans l'ADN ou comme si j'ai posé une anglophone, enfin, je sais pas, c'est quoi un anglophone, c'est quoi un francophone, bref, c'est compliqué. Mais comme Paul Biya dit que la libération des anglophones fait partie de la solution au problème, il faut déjà lui faire remarquer que les 289 n'étaient pas tous des anglophones et que les 289 n'étaient pas tous impliqués dans cette affaire de crise anglophone. Certains ont été arrêtés comme ça pour autre chose, d'autres arrêtés de manière arbitraire sans enquête préalable, ou d'autres ont été arrêtés parce que, enfin, pour d'autres éléments, pour d'autres problèmes. Et comme Tolu précise qu'on ne peut pas parler de cesser le feu quand on n'est pas dans un contexte de désarmement. On ne peut pas parler de cesser le feu alors qu'on a encore les armes à la main. On ne peut pas parler de cesser le feu alors que la situation est encore tendue et qu'il y a des militaires et tout qui se posent farouchement en acteurs de la répression. Certes, l'État ne peut pas déposer les armes, l'État ne peut pas abandonner, l'État ne peut pas laisser et dire que voilà, nous si on dépose les armes. Non, les armes appartiennent à l'État. Mais l'État peut ranger les armes, comme on dit, et aller vers les anglophones en disant voilà, voici comment ça se passe, nous procédons par une ouverture totale et par voilà, la pacification des paradigmes. Ça passe notamment pour que le message soit profond par la remise en question par Paul Biya de sa politique, ce qu'il ne fait pas, ou par la descente sur le terrain de Paul Biya, ce qu'il ne fait pas non plus. Kamto a donc raison de poser les questions. C'est quoi cesser le feu? Comment parlez-vous de cesser le feu si vous ne désarmez pas? Si les partis sont encore en mode guerre, en mode belligérance, vous ne pouvez pas parler de cesser le feu. C'est ce que moi j'ai toujours appelé la sorcellerie, c'est de la folie. Si Paul Biya nous appelait apprentis sorciers, lui, en tout cas à travers sa politique, est le sorcier principal parce que sa politique ne donne pas du tout l'impression d'un président qui essaie de résoudre les problèmes, qui essaie de résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Le professeur Maurice Kamto continue dans son discours dans une logique de pragmatisme en parlant de la fondation Aya qu'il a créée et il remercie en tout cas ceux qui ont fait les dons parce que la logique d'un Camerounais c'est cela. La logique d'un Camerounais qui veut le changement pour le pays, c'est de reconnaître les efforts faits par les uns et les autres, c'est de ne pas s'arroger le mérite absolu, c'est de reconnaître l'activité, en tout cas le pragmatisme des Camerounais qui activement ont chacun essayé de se rendre utile. Donc la fondation Aya a fait énormément de dons pour soutenir les gens de ces régions, beaucoup d'ailleurs devraient s'en inspirer, de même qu'il continue, il en appelle de nouveau à la mobilisation, des uns et des autres, parce qu'il ne s'agit pas seulement de critiquer, il s'agit aussi de réfléchir à comment résoudre le problème et un président de la République n'est pas celui qui est à Etoudi.
un président de la République est celui qui a vraiment le soin de la population en ligne de mire. Comme je dis toujours, ce n'est pas en devenant champion qu'on se fait reconnaître de la population. C'est en se faisant reconnaître de la population qu'on devient champion. Tu peux être à Etodi, mais tout le monde te désavoue. Tu peux être tu peux ne pas être à Etodi, être à Santa Barbara ou à Tangolo ou même à Eligeson ou dans un vieux quartier de Douala ou de Bafoussam, mais la population te reconnaît comme celui qui porte ses valeurs, qui porte ses idéaux. C'est ça la véritable présidence de la République. Et quand vous voyez le capital sympathie dont jouit le professeur Kamto actuellement, c'est parce que les gens se reconnaissent à travers ce qu'il dit. Et les seules insultes ou les histoires inventées derrière son dos sont juste faites par des gens qui cherchent à le décrédibiliser. C'est comme ça lorsque vous commencez à briller. Celui qui brillait avant vous se sent menacé et met donc tout en œuvre pour mettre hors d'état de nuire, mais ça ne fonctionne pas. Vous voyez par exemple sur ce live, nous avons plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles certainement des sardinards, mais qui trouvent de l'intérêt à écouter ce que font le MRC et ses partisans. Pourtant, si le RDPC avait organisé le même événement, je ne crois pas qu'il y aurait autant d'affluence. Donc c'est comme ça, c'est ça la différence de paradigme. Quand on se reconnaît en quelqu'un et quand on reconnaît la valeur de quelqu'un, même quand on ne l'approuve pas. Lorsque le professeur Maurice Kamto a fini de parler de ses propositions, il est parti maintenant sur les éléments qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les éléments qui matérialisent la fraude du RDPC lors de ces élections. C'est bien beau de dire à Kamto qu'il est le président de Facebook, c'est bien beau de lui dire que oui, il est en train de créer, voilà, il est en train de créer l'instabilité, oui, il n'a pas gagné, il n'a pas les preuves de sa victoire. Mais bon, je crois qu'il vous a génialement répondu dans son discours en mettant en avant les preuves de la fraude. Et les preuves de la fraude électorale sont irréfutables. Ne soyez pas, soyez sérieux. Ne soyez pas subjectifs, ne soyez pas malhonnêtes. Les membres de Transparency International ne sont pas des membres de Transparency International. C'était un fait. Vous l'avez vu, même si vous êtes sardinard. Ce ne sont pas Transparency International. Madame Moreira, présidente de Transparency International du monde, pas du Cameroun, a reconnu que ces gens-là, elle ne sait pas qui ils sont, dont c'était des faux, dont Atanganji a fabriqué des faux membres de Transparency pour aller légitimer les élections. C'est déjà une preuve de fraude. Même si tu es sardinard, tu devrais le reconnaître. Monsieur Essombe, qui est conseiller et qui ne devrait pas utiliser les PV pour prendre parti, a brandi des PV en pleine séance dans l'hémicycle au Conseil constitutionnel au Palais des Congrès. Tout le monde l'a vu, c'est encore un fait. Les membres du Conseil constitutionnel sont allés retirer leur nom. Monsieur Bandé et autres sont allés retirer leur nom dans le site pendant la pause lors du contentieux post-électoral parce que le MRC avait mis ça à l'ordre du jour. C'est encore un fait. La loi interdit d'avoir des postes aussi importants, même des postes officiels comme ça, au sein d'un organe politique quand on est conseiller. C'est comme si vous avez un arbitre, l'arbitre d'un match qui est membre du club, de l'un des deux clubs qui joue, qui a sa carte de membre. C'est comme si vous avez la finale de la Coupe du Monde, le Brésil affronte l'Allemagne et l'arbitre est brésilien. Les Allemands ne l'accepteront jamais. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre du contentieux post-électoral. Là, ce sont des faits. Garga Aman a dit qu'à Mora, dans le maillot Sava, il y a des gens qu'on a chassés des bureaux de vote. Les vidéos qui nous provenaient et du Cameroun et de la diaspora ont vu des gens qui ont été chassés dans les bureaux de vote. C'est encore une preuve de la tricherie. Et la preuve que nous ne trichons pas, c'est que moi, dans le bureau de vote où je me trouvais à Douala, le RDPC est sorti vainqueur. Peut-être qu'il y a eu tricherie, mais en tout cas, je n'ai pas vu. Ça veut dire que nous sommes en mesure de reconnaître quand l'autre a gagné. Parce que de toute façon, chaque candidat a gagné dans au moins un bureau de vote. Ce n'est pas parce que Paul Biya a gagné dans mon bureau de vote qu'il a gagné au Cameroun. Déjà qu'à Douala, il a perdu, même avec la fraude. Déjà que dans les autres bureaux de vote, au même lycée d'Aqua, il a perdu. Donc quand il y a des preuves comme ça, ouvrez vous-même les yeux et remarquez que les élections ont été trichées. Elles ont été frauduleusement organisées de manière à ce que Paul Biya s'assure de gagner. C'est pour ça qu'il n'est pas allé battre campagne, un autre fait. C'est pour ça que lorsque vous avez des élections qui durent 15 jours entre le vote et l'électorat, 15 jours, personne n'est là, il n'y a plus aucun observateur, on peut fabriquer des PV, on peut fabriquer des bulletins, on peut tout faire pour justement falsifier les résultats. Voilà encore un élément. Un autre élément, c'est que les chiffres qui circulaient sur Internet avant la promulgation officielle des résultats se sont avérés être plus ou moins les chiffres officiels, les 61% contre la dizaine de pourcents pour les autres. Ça encore, c'est un fait. Je ne sais pas combien de faits veulent les Camerounais. Même le plus malhonnête d'entre nous est en mesure de remarquer que c'est comme ça que les choses se sont passées. Le mauvais perdant, l'accusation de mauvais perdant qu'on colle au professeur Kamto, il le demande donc tout à l'heure dans son discours. Pourquoi nous qualifier de mauvais perdants?
Il a demandé le recompte des voix. Mais il a même dit, et encore, bon, c'est ce que je vous dis d'ailleurs toujours, tout le temps, le président du parti que je soutiens, étant en phase avec ma vision des choses, vous a reposé la question si il a triché, si vous lui demandez de présenter les PV, si vous dites que voilà, il est tricheur et que voilà, il est en train de raconter des histoires, que c'est pas lui le président élu, mais demandez pourquoi Paul Biya refuse le recompte des voix. Il refuse de recompter les voix parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné. C'est aussi simple que ça. Parce que c'était la meilleure occasion d'humilier Maurice Kamto en disant voici les PV, voici les voix, voici les PV bureau de vote par bureau de vote canton. Tu as perdu. Ça allait discréditer, ça allait même disloquer le MRC. Paul Biya a la possibilité de détruire l'opposition. Il ne l'a fait pas parce que justement il sait qu'en recomptant les voix, c'en est fini de lui. C'en est fini du RDPC, c'en est fini de Paul Biya parce que la tricherie sera mise à nu, même s'il venait à gagner, c'est d'ailleurs le double problème qu'il a, même s'il venait à gagner, on n'est pas à 71% contre 14%, non, on sera peut-être à 36% contre 38%, et on va lui demander comment tu prends 40%, 35%, tu colles comme ça à tes chiffres pour te donner la victoire, ça va décrédibiliser à fond les structures qui s'en sont chargées, et les CAM, le ministère de l'Intérieur, ministère de l'administration territoriale à Tanganji et Sakli, et ça va discréditer le Conseil constitutionnel et aboutir à leur dissolution et une réforme du code électoral comme le veut le professeur Kamto. L'objectif du MRC est clair comme du cristal et seuls les malhonnêtes et seuls les gens habités par la mauvaise foi sont incapables de le reconnaître. Il dit donc dans le discours à ceux qui le traitent de mauvais perdant que mais attendez, comment vous demandez de tourner la page? Les élections présidentielles ne sont pas un jeu, c'est un contexte très important, c'est quelque chose qui engage la vie de la nation. Il faut remplacer le médiocre Paul Biya par quelqu'un qui a une vision qui va amener les Camerounais très loin vers la voie du réel développement, très loin vers la voie sur l'échiquier international des grandes puissances parce que le Cameroun a un potentiel ressources 1000 milliards de fois supérieur à ceux des grandes puissances. Les élections présidentielles, quand elles ont été trichées, ne sont pas à prendre à la légère. On dit voilà, il a gagné, enfin il a triché, mais bon, laissons tomber, passons à autre chose. Mais non, ça veut dire que nous ne respectons pas nous-mêmes notre propre pays. Nous avons des institutions qu'il faut respecter. Quelqu'un vient, il ne respecte pas, mais il n'y a pas de sanctions populaires, il n'y a pas de soulèvement, on laisse tomber et voilà, non. Comme je vous le disais lors des entrevues précédentes, le recompte des voix, en fait, il a soumis les doléances dont il parlait ont été soumises à l'Union africaine. Ce n'est pas par hasard qu'il a commencé par là, parce que nos problèmes doivent être résolus d'abord de manière africaine à l'Union africaine. D'abord, à la sous-région, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire il y a l'Union africaine, mais il y a aussi les organismes sous-régionaux. Nous sommes par exemple en Afrique centrale, je crois la RDC aussi a un peu le même mécanisme. En RDC, dans le contexte électoral, là, ils avaient ce qu'on appelle la Southern, la Southern African Development Community, la communauté de développement d'Afrique australe, qui est présidée par le président de la Namibie. Et aussi, il y a la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui est présidée actuellement par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Donc, lorsqu'on a les solutions préconisées par le professeur Maurice Kamto, il a commencé par justement et les organismes africains de l'Union africaine et les organismes sous-régionaux, avant maintenant de penser aux instances internationales et aux pays qui peuvent contribuer à coopérer, ce qu'il a appelé pays amis. Il faut mettre les guillemets parce que quand il dit pays amis, ça ne veut pas dire on sait que les pays n'ont pas réellement d'amis, mais en tout cas des pays qui, dans une logique impartiale, qui eux se foutent pas mal de qui est président, ils veulent juste le résultat des urnes, vont s'arranger dans cette logique de recompter les voix, à s'assurer s'ils sont sollicités. Parce qu'on veut d'abord le résoudre dans le cadre africain, s'ils sont sollicités à s'assurer que que tout se passe bien et que le recomptage des voix se passe sur la base des PV effectivement disponibles et des résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, la proposition des réformes du système, il a fait des propositions supplémentaires parce qu'il continue ensuite en disant la proposition enrichie de la réforme du système électoral sera soumise dans les jours qui viennent. C'est-à-dire que le MRC est au travail, il ne dort pas, il est au travail parce qu'il y va de la vie des Camerounais. Il ne s'agit pas seulement de tel veut être président de la République, non, parfois c'est désintéressé. Moi, par exemple, je fais une politique totalement désintéressée. Je ne veux pas de poste parce que je n'en ai pas la qualification, je n'en ai pas encore le niveau. Quand j'estimerai que je suis au niveau, on verra. Ce que je peux faire à mon niveau, je le fais déjà. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses. Là, l'idéal politique de la renaissance et de la réorganisation de l'appareil
du logiciel mental pour se développer. C'est ça qui m'intéresse d'abord. Nous devons apprendre à réfléchir, à se poser les bonnes questions, à mener une politique solide et pragmatique. Et ensuite, on verra. Il n'est pas intéressé fondamentalement par le poste. Ce qui est important, c'est mettre fin à la médiocrité ourdie par le RDPC et elle est effective. Elle est effective sur le volet de la CAN notamment. Paul Biya a parlé de la CAN en balayant comme si c'était un élément banal en disant bon, la CAF a dit que... Enfin, la CAF a juste procédé à un glissement de terrain. Non. La CAN, c'est exactement ce que Kamto décrit dans son discours. C'est un révélateur de la faillite totale du Cameroun. C'est un coup de massue, c'est-à-dire c'est une énorme imposture basée sur les slogans creux du président qui veut, enfin de celui qui dit qu'il est président des Camerounais et qui gouverne par les slogans creux, la force de l'expérience. Mais quand vous avez une CAN qui n'est pas organisée, un élément aussi grave, vous devez arrêter de dire des absurdités, grandes opportunités. Mais voilà une opportunité où il a échoué. Et voilà, les slogans creux conduisent à ce que le professeur comme t'appelle, le chef s'avance pour promettre ce qu'il ne va pas faire, pour promettre et ne pas faire. J'ai dit à Félix Zogo sur un plateau que la CAN ne sera pas organisée, et je crois qu'aujourd'hui, dans son discours, le professeur dit, au regard des éléments qu'on avait jusqu'ici, on aurait déjà dû se rendre à l'évidence qu'on allait dans... C'était la chronique d'un fiasco assuré. Il n'y a que les sardinards, il n'y a que le RDPC, les biaïstes et leur clan qui ont pensé que la CAN était possible au Cameroun. C'est des éléments qui étaient évidents depuis longtemps. Moi, je l'ai vu, nous les avons vus depuis des siècles. Il suffisait d'aller au Cameroun, de regarder l'état du pays pour dire arrêtez de dire n'importe quoi. Nous sommes incapables d'organiser la CAN. Regardez l'état du pays. Ce n'est pas parce que nous détestons le pays que nous le disons, mais au contraire, c'est parce que nous aimons le pays. Et Ahmad nous fait d'ailleurs, nous rend un service énorme en nous retirant la CAN parce que l'humiliation aurait été totale. Le manque de gestion de la terre rouge de Yaoundé qui fait que même sur les quartiers bitumés, c'est tout rouge. Or, Yaoundé, enfin, il n'y a pas forcément des ordures un peu partout, comme on peut voir dans certaines autres grandes villes. Si cette ville avait un mécanisme de gestion de la terre rouge, comme on le fait dans les zones désertiques comme les Émirats Arabes Unis, ça ressemblerait à une capitale plus ou moins potable. Et outre cela, il y a en plein, lorsque vous quittez le centre-ville, les bidonvilles sont légion. Le manque d'organisation de tissu urbain, ça ne ressemble pas à grand-chose. Les habitations en papier côtoient des villas de luxe. Il n'y a pas de projet urbain, il n'y a rien du tout. À New York, vous avez un plan en damier. À Barcelone, vous avez des damiers en diagonale. À Brasilia, vous avez le plan d'une ville qui a la forme d'un avion. En fait, les villes sont pensées, les villes sont construites selon un développement précis. À Paris, vous avez, depuis le cœur du musée du Louvre, l'axe qui part et qui traverse la Défense jusqu'à Nanterre en ligne droite, etc. C'est-à-dire, c'est pensé pour que quand on voit une ville de haut, on voit un plan qui se dessine. Il n'y a aucun plan d'urbanisme, il n'y a pas d'adduction d'eau comme il se devrait, alors que la Sanaga fait 918 km, il n'y a pas d'électricité conséquente, alors qu'il y a des courants, et il y a de l'eau à outrance, il y a des chutes, il y a des rapides, il y a des cataractes, il y a toute forme de relief dans notre pays. C'est l'Afrique en miniature. On aurait dû donc se rendre compte que c'est la chronique d'un fiasco assuré, comme le dit le professeur Kamto. Mais non, Paul Biya ne s'en est pas rendu compte et il ne l'a pas fait. Kamto dit donc une phrase qui m'a énormément plu, c'est-à-dire le président s'est libéré du temps, croyant lui-même devenir le temps. C'est-à-dire, c'est, voilà, je crois que c'est très beau. Le président s'est... voilà, il s'est détaché du temps, croyant lui-même devenir le temps. Il a pris quelques exemples, notamment sur les cinquantenaires de l'indépendance qu'il y a eu il y a quelque temps. Les cinquantenaires, c'est 50 ans après les indépendances, c'est-à-dire si vous êtes indépendant en 1960, enfin indépendant, vous savez ce qu'on entend par là. Les cinquantenaires, les célébrations des cinquantenaires doivent donc se tenir en 2010. Mais si vous les tenez non pas en 2010, mais plutôt en 2013, c'est que vous avez 3 ans de retard sur la tenue officielle du cinquantenaire. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire Biya n'est pas à son premier forfait. Le dernier comité agro-pastoral justement d'Ibolova que j'ai mentionné au début s'est tenu en 2011. C'est 23 ans, allez demander au professeur, c'est 23 ans après le commissariat pastoral de Marois, c'est-à-dire quand j'avais 4 ans. 23 ans après le premier
Or, normalement, les comices doivent se tenir tous les 2 ans. Donc, quand un président qui a gouverné pendant 36 ans vous parle de réforme agricole alors qu'il est incapable de tenir un comice agropastoral dans les intervalles qu'on demande, vous pouvez vraiment vous demander, mais attendez, c'est-à-dire, je sais pas, c'est de quoi il s'agit, c'est-à-dire en fait, de quelle réforme il s'agit. Il n'y a pas de réunion agricole, il n'y a pas d'état des lieux, il n'y a pas de bilan de, de la carte d'identité agricole du pays et des visées agricoles du pays pour les échéances à venir. Il n'y a que des slogans pendant les discours de fin d'année ou les discours du 10 février ou les discours du 20 mai, mais dans la réalité, il n'en est rien. Donc, ça a conduit à ce que, ces retards-là ont conduit à ce que même dans le sport, la Coupe du Cameroun, avant même de parler de la CAN, a connu une finale tenue dans, c'est, le président le dit dans son, bon, je n'ai pas le discours sous mes yeux, donc je vous résume ce que j'ai retenu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le discours et je vous assure que c'est exactement comme je présente les faits, aussi bien de Maurice Kamto que de Paul Biya. La Coupe du Cameroun s'est tenue comme se tiennent maintenant les échéances selon les caprices, les humeurs de Paul Biya, avec un tel retard qui a conduit à ce que l'équipe vainqueur n'a même pas pu se qualifier, enfin n'a même pas pu s'inscrire pour signer l'affiliation aux compétitions africaines parce qu'il était trop tard. Donc voilà, c'est une habitude qu'on commence à avoir. Si tu le fais pour toi-même, il n'y a pas de problème, tu es libre de gérer ta vie comme tu l'entends. Mais si ta vie engage des milliards de personnes, veille à faire les choses selon les délais. Les projets donc finissent, puisque Paul Biya parlait de pays à revenus comparables, Maurice Kamto, comme si, je sais pas, Maurice Kamto a dû avoir le discours de Paul Biya quelques jours avant, parce qu'il a vraiment répondu de manière brillante aux élucubrations de Monsieur Biya lors de son premier discours, quand il se comparait, quand il parlait d'accélérer les délais pour qu'on soit en même temps pour même projet, que les pays à niveau comparable. Paul Biya a omis un détail intéressant que Maurice Kamto lui a rappelé de manière géniale. C'est-à-dire les réalisations, ce sont les chiffres des instances internationales. Les réalisations dans les projets au Cameroun, vous n'avez même pas besoin de la Banque mondiale pour le savoir, ont des coûts 2 à 6 fois supérieurs à la moyenne des pays à revenus comparables. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du stade de Tamal et au Ghana. Je n'étais même pas encore dans le stade des BIMP ou les stades dont on avait parlé pendant les débats de la CAN, le stade de Rades en Tunisie. 60 milliards pour 60 milliards pour 50 000 places. Douala, 150 milliards pour 50 000 places. Vous voyez, c'est terrible. Voilà. Donc, les coûts sont 2 à 6 fois supérieurs. Et le président ne remet pas ça en question. Il a juste dit dans son discours que c'était un report sur le temps. Il n'a pas parlé de sanctions, il n'a pas parlé de reprimande. Kamto lui rappelle que dans des pays sérieux, il y a une démission collective et il y a des sanctions immédiates de tous ceux qui sont coupables de corruption et de mêlée judiciaire d'une telle envergure au point où ils ont humilié le pays à l'échelle internationale. Comme si ça intéressait Paul Biya, il n'en a cure parce que c'est la suite du discours de Maurice Kamto, c'est-à-dire les sommets, un peu comme les conseils ministériels. On va prendre un exemple, par exemple, de ce qui se passe en France. Le conseil des ministres, c'est tous les mercredis. Le conseil des ministres au Cameroun aussi était prévu initialement, en tout cas sur le papier, avec une régularité conforme aux exigences du pays, avec une grande régularité. Mais paradoxalement, le président Paul Biya, lui, il fait ses conseils de ministres selon ses humeurs, parce qu'il n'était d'ailleurs pas présent au Zimbabwe en 1997 lors du sommet d'Harare. Harare, c'est la capitale du Zimbabwe, alors qu'il était président sortant de l'ancêtre de l'Union africaine, qui était autrefois l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Ça a conduit à ce que le siège de la Bourse des valeurs qui était promise au Cameroun, un peu dans le siège de Kadhafi qui voulait aussi créer le siège du Fonds monétaire africain à N'Djamena, le siège de la Bourse des valeurs qui aurait pu être attribué à Douala n'a pas été fait. Or, Douala est une ville qui présentait un dynamisme économique assez impressionnant. Donc voilà un peu les éléments qu'a étalé le professeur Kamto, et il embraye en disant qu'il y a un problème au Cameroun, c'est notre incapacité d'indignation collective. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en mesure de refuser l'inacceptable. Quand il y a une tragédie, tant que ça ne nous touche pas, nous considérons que non, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a eu la problématique de la répression en pays bamileke, la répression des années 50 avec l'UPC et consorts, les populations se sont dit « Ah, ce sont des maquisards, bon, de toute façon, on s'en fout.
fout. Lorsqu'il y a eu les émeutes de février, lorsqu'il y a eu les villes mortes des années 90, ceux qui ne se sentaient pas concernés directement se sont dit, bon, enfin, ces gens-là, de toute façon, ce sont des fauteurs de troubles. Pourquoi ils ne peuvent pas rester tranquilles? Lorsqu'il y a eu Boko Haram, on s'est dit, ah, ça ne touche que les Mustapha Abdo et Amado au nord. Nous, ici, on est tranquille. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Lorsqu'il y a eu la crise anglophone, au début, on s'est dit, ça ne touche que les anglos. Bon, les Agbo et consorts, ça ne touche que les anglophones. Nous, à Douala, Yaoundé, on a le vin, le poisson braisé, les femmes, pourquoi vous nous cassez les oreilles? Donc on a une incapacité à avoir la cohésion dans la souffrance, à partager ce qui arrive aux autres, à partager ce qui arrive aux nôtres, parce que les autres sont les nôtres. C'est-à-dire, tant que ça ne touche pas à la famille personnelle, nous croyons que ça ne va jamais progresser, ça ne va jamais nous arriver. C'est pour ça que, comme tu dis, quand avons-nous appris à nous détester? Parce que, à qui le tour demain? Vous voyez bien comment la menace est en train de bouger. Même les échauffourées en zone anglophone ont commencé à muter et à traverser les frontières, puisque dans le Noun, à Bangourène notamment, il y a quelque temps, on a eu à Bangourène, il y a eu justement des maisons incendiées qui ont fait énormément de dégâts, des maisons incendiées récemment à Bangourène qui ont donné l'impression à la population que la menace est en train de se nationaliser, la menace est en train de traverser les frontières nationales. Donc voilà, et à qui le tour demain, ça va toucher Yaoundé un jour, ça va toucher Douala un jour. Il faut que nous soyons capables maintenant d'une seule voix de partager l'idéal de revendication populaire. Donc voilà, nous devons de plus en plus nous intéresser à la chose politique, nous devons de plus en plus nous mêler de ces choses-là parce que c'est très important. Il n'y a pas seulement le volet sécuritaire, si on peut résumer ce dont le professeur a parlé, il dit même dans le volet sanitaire, les hôpitaux, la crise ne concerne pas seulement le volet militaire, la crise éducative, l'éducation insuffisante, la réforme éducative pas toujours là, l'instruction de tout le monde pas toujours effective, il y a beaucoup de gens qui restent à la maison, ne peuvent pas être instruits faute de moyens, et les hôpitaux sont des mouroirs. Paul Biya, aujourd'hui, ce 31 décembre, a eu le courage absolu de parler des hôpitaux de référence alors qu'il vient de faire venir un avion médicalisé il y a quelques jours pour ses soins. Comme nous l'avons, en tout cas la diaspora, l'a empêché d'arriver en Europe, il est plus ou moins bloqué au Cameroun, il fait venir des avions médicalisés et il vous dit à la télévision que vous avez des hôpitaux de référence. Voilà pourquoi je dis que ceux qui votent pour Paul Biya détestent outrageusement le Cameroun. C'est de la haute sorcellerie. Quelqu'un vous dit que vous avez des hôpitaux de référence alors qu'il ne s'y fait jamais soigner. Cherchez l'erreur. Les hôpitaux sont, comme le professeur Moss, comme te l'a dit, de véritables mouroirs. Ou quand vous n'avez pas d'argent, on peut vous laisser traîner là, on peut vous laisser, voilà. Vous n'avez pas d'argent, les pauvres n'ont pas le droit de vivre. Quand vous êtes riche, vous pouvez y être évacué, vous pouvez y être soigné en Suisse, même si c'est la main qui fait mal, comme avec le ministre de la Santé il y a peu. Donc voilà, c'est cela. Et il a embrayé aussi sur la CAN en disant la CAN nous amène à un déficit une dette de 1000 milliards de francs CFA qui est déjà cumulée à l'énorme dette que nous avons déjà à l'échelle du pays. Au lieu de générer de la plus-value, elle a encore généré des déficits. Et justement, au lieu de se remettre en question, le président continue à être arrogant et méprisant comme d'habitude. En fait, j'ai eu l'impression, en écoutant le discours de Maurice Kamto, que c'est moi qui l'avais rédigé. Il préconise donc par la suite que le peuple devrait être plus courageux, c'est-à-dire... nous le devons non seulement à la jeunesse camerounaise, mais nous le devons aussi aux générations futures, parce que les générations futures sont les Camerounais qui hériteront de ce que nous aurons fait. Comme nos parents n'ont pas travaillé, aujourd'hui nous avons hérité d'un Cameroun boiteux qui ne répond pas aux exigences de développement et nous sommes obligés parfois de nous expatrier, d'aller dans la diaspora et de prendre la mer pour aller mourir parce que nos parents n'ont pas réussi à développer notre pays. Or, si nous nous comportons de la même manière, nous allons léguer le même Cameroun à nos enfants. Le professeur Kamto dit donc que c'est pour ça que le 25 octobre, il a appelé notamment au mouvement de contestation populaire. Et justement, je voulais en arriver, c'est un message que j'adresse à la diaspora, en tout cas la diaspora dans une logique républicaine, dans une logique de revendication ultra-citoyenne et rien que citoyenne. Le professeur Maurice Kamto a plus ou moins adressé ses félicitations
à la diaspora qui s'est mobilisée contre le hold-up. Il a dit donc depuis son appel du 25 octobre lorsqu'il a appelé au mouvement, le mouvement a eu lieu dans les villes camerounaises et le mouvement a eu lieu dans la diaspora. Il dit d'ailleurs que le gouvernement, dans sa logique terrible, dans sa logique de toujours d'arrogance et de mépris, n'a pas hésité à arrêter et à tabasser les populations qui manifestaient pourtant pacifiquement. Le bilan humain des manifestations pacifiques a été lourd. Or, l'alternance, c'est ce que je disais au début et c'est ce qu'il précise, or l'alternance n'est pas contre un groupe, contre un clan, contre quelqu'un. L'alternance vise, je cite, le mieux-être collectif, c'est-à-dire tous nous voulons mieux vivre. Même Paul Biya, ça lui permettrait de mieux vivre. Il ne serait plus obligé d'aller louer une chambre dans un pays étranger à 5000 km, de vivre à l'hôtel comme s'il était un sans-abri. Il pourrait vivre dans son pays parce qu'il n'aurait pas peur de ses citoyens, parce on aura créé un cadre de vie décent. En tout cas, on s'y sera efforcé. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'on va on va résoudre la crise, enfin, on va résoudre tous les problèmes en un seul jour. La magie n'existe pas en politique, c'est un processus. Donc voilà, il a dit, la diaspora joue justement un rôle historique en ce sens. Et il y a beaucoup de gens justement dans la diaspora qui doivent recevoir ce message-là. Il a alerté les principaux responsables des mouvements ici dans la diaspora à prendre les choses en main dans une logique républicaine et à continuer justement à combattre le hold-up notamment. La deuxième phase de mobilisation dont il parle, c'est le dépôt pour les marches, chaque 6 et 22 du mois, le dépôt des déclarations de marche pacifique pour dire non au hold-up. Il faut en déposer beaucoup. Plus vous en déposez, plus vous allez mettre à nu le fait que les autorités camerounaises refusent des manifestations pacifiques. On dit pourquoi? Ils ne pourront donc pas se proclamer démocratiques alors qu'ils continuent de réprimer les libertés. Et s'ils les autorisent, ce qu'ils vont faire d'ailleurs de toute façon par la force des choses, sous pression, ils vont de toute façon céder, ben ça permettra justement ces mobilisations et ils verront eux-mêmes les marées humaines qu'il y aura qui vont justement manifester contre ce hold-up. Aussi bien dans la diaspora que dans le pays, vous n'êtes pas obligé d'y aller. C'est une initiative, c'est une demande. Même sans y aller, vous pouvez contribuer. Il a dit chacun dans le cadre de ses activités, dans le cadre de ses potentialités, doit justement initier des actions contre le hold-up. Donc, nous avons tous des talents, nous avons tous des modèles de communication, nous avons tous des modes opératoires. Certains peuvent tout simplement, je ne sais pas, peut-être financer les marches, même si eux, ils restent dans les coulisses. En tout cas, trouver une contribution, quelle qu'elle soit, pour appuyer ces mouvements-là. Donc, une mobilisation commence à la mi-janvier, la marche contre l'indignation, enfin il a appelé ça la marche de l'indignation contre la guerre dans le nord-ouest et sud-ouest, et il demande justement aux citoyens de porter du blanc, c'est-à-dire symbolique. C'est pas que le noir est une mauvaise couleur, non, le noir aussi symbolise la paix, puisque le noir c'est la couleur de la nuit, et dans la nuit en général tout est paisible. Mais le blanc aussi symbolise la paix. Quand on lève le drapeau blanc, on dit on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour... voilà, pour des revendications républicaines, pour des revendications citoyennes. Ce qui est intéressant dans ce sillage, c'est que Kamto se moque du président de la République, ça m'a beaucoup fait rire, en disant il tentait de dissimuler leur déboire et leur médiocrité derrière la canne. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'il a parlé de coups de massue. La canne est la pire chose qui pouvait y arriver au régime Paul Biya. Actuellement, il ne s'y attendait pas. Comme la canne n'a pas été, comme la canne n'aura pas lieu, bah, finalement, il ne pourra plus nous distraire avec cela. La bière et les fêtes vont un peu rester au placard et on va pouvoir parler des véritables enjeux de ce qui nous concerne réellement. Tout doit rester républicain dans ces mouvements-là et il invite à ne pas céder aux provocations, c'est-à-dire ne cédez pas. On a traité le MRC de tribaliste, on a traité le MRC de violent, d'agressif et tout. Ne laissez pas 2 ou 3 voyous discréditer l'image du MRC. Il y a même quelqu'un du RDPC qui peut prendre son Facebook, créer un faux profil ou même garder son propre profil et prétendre être du MRC et insulter les gens rien que pour discréditer parce qu'en fait, il travaille pour autre chose, c'est de l'espionnage. Il y a des gens qui ont même été envoyés en espion dans d'autres pays pendant 10, 15, 20 ans, qui ont même passé toute leur vie comme espions. C'est possible. Donc, ne vous laissez pas emmener dans ce type de choses. C'est comme l'histoire du riz pour discréditer nos entreprises locales. Faites énormément attention à ce qui circule dans les canaux de communication. L'ennemi est prêt à tout pour s'accaparer ce qu'il veut. Comme toi précisé dans le discours de ce soir que le monde n'est pas pacifique. Le monde est une jungle où voilà, on laisse pas le temps de répit. C'est le plus féroce qui gagne. Il est prêt à tout pour y arriver. Donc voilà, dans la logique, comme je disais,
de pragmatisme qui est la sienne. Il s'est distingué par du président Paul Biya, par le fait qu'il s'est exprimé en s'adressant à la population et non en lisant un discours. Il a présenté des chiffres. Il a dit que nous avons perdu énormément d'argent seulement pour l'organisation de cette CAN. En 2017, nous avons utilisé près de 2000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire les frais de carburant, par exemple, des gens là qui étaient censés organiser la CAN s'élèvent à 35 milliards. 35 milliards pour le carburant, même si vous allez sur la Lune, qui est à 400 000 km d'ici, vous ne dépenserez pas 35 milliards de francs CFA pour le carburant. Demandez à Neil Armstrong, de regretter mémoire, mort en 2012 et qui est allé sur la Lune en 69, demandez-lui si ça avait coûté 35 milliards les frais de carburant. En aller-retour, 800 000 km, près d'un million de kilomètres, 35 milliards non. Mais les dirigeants camerounais ont dépensé 35 000 milliards pour le carburant. Ce n'est pas étonnant parce que Paul Biya, qui ne connaît certainement pas le salaire minimum, comme tu l'as mentionné, il y a 36 270 francs CFA, a dépensé 65 milliards de francs CFA en 36 ans à Genève, en 36 ans de villégiature, en 36 ans de beuverie, en 36 ans de balade et tout, pendant que le Cameroun avait ses problèmes. Il passe en moyenne 4 mois par an hors du territoire national. On ne peut même pas dire qu'il est actuellement au Cameroun et que il va retourner en Suisse pour une visite privée. Non, actuellement, en fait, il est en visite privée au Cameroun. Il va retourner dans son pays très bientôt où il passe le plus clair de son temps. 4 mois à Genève, donc c'est sans inclure les mois qu'il a passé certainement ailleurs dans d'autres pays. Donc en une année, il passe la moitié du temps hors du Cameroun pour des séjours privés. Ce n'est pas pour des visites de travail, ce n'est pas pour des... Voilà. On demande à Macron pourquoi il n'est pas à Paris, pourquoi il est à Nice, mais Paul Biya, lui, il n'est même pas, c'est-à-dire il n'est même pas... Il n'est même pas enfin, sur le territoire camerounais. Donc voilà, c'était grosso modo cela, c'était grosso modo les grandes lignes du discours du professeur Maurice Kamto. Il dit voilà, gardez l'œil ouvert, nous n'allons pas accepter, c'est la ligne droite d'un parti. Lorsque vous avez dit que vous allez défendre les votes, vous continuez, vaille que vaille, vous n'abandonnez pas, vous ne vous découragez pas, vous matérialisez la détermination que vous avez à poursuivre l'idéal qui vous fait vivre. Sinon, vous perdez en crédibilité. Sinon, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire je vais défendre les vôtres, mais après faire marche arrière en disant ah bon finalement passe à autre chose. Non, ça veut dire que tu as abandonné. On est justement passé à autre chose. On battait campagne avant le 7 octobre. Après le 7 octobre, on est dans le contentieux parce que on a voulu accepter les résultats de Paul Biya, mais les faits nous ont montré que non, les résultats sont trichés, les résultats sont fabriqués, les résultats sont artificiels, donc ce n'est pas possible. Les résultats sont irréels. Il ne peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas se proclamer président de la République. Donc, dans ce siège, elle a gardé l'œil ouvert. Les militants de la diaspora sont justement appelés justement à l'action. Sachez que votre action, tant qu'elle est républicaine, tant qu'elle est civique, sachez que votre action contre le hold-up électoral est totalement soutenue par le professeur Kamto et qu'il vous invite d'ailleurs à vous y impliquer davantage pour l'année 2019 qui vient, chacun selon ses moyens. Il ne faut pas céder aux provocations, il ne faut pas insulter parce qu'ils vont utiliser ça contre nous, il ne faut pas être tribaliste, il faut être républicain, ils vont utiliser ça contre vous pour vous discréditer. Il ne faut pas être violent, il ne faut faire de mal à personne, il faut gagner par la force de l'argument. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de la force. Regardez déjà que par la force de l'argument, on réussit à les battre. Ils n'ont pas le poids, ils n'ont rien à défendre, ils n'ont rien justement. Et n'hésitez pas justement pour la fondation Aya, comme il a invité aux contributions à contribuer là-bas, parce que voilà, c'est être dans l'action, c'est marquer la différence, c'est marquer qu'on n'attend pas d'être président de la République pour commencer à initier certaines actions, c'est marquer qu'on n'attend pas, on agit, on est pragmatique. C'est marqué que le MRC est dans la continuité de ce qu'il est depuis qu'il a été créé. Parce que depuis 2012, il a commencé à agir sans attendre les élections présidentielles qui auraient lieu 6 ans plus tard. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire sur le discours. Je ne vais pas économiser, enfin je vais pas prendre le temps à ceux qui ont... Je vais pas prendre plus de temps, on est quand même le 31 décembre. Je ne vais malheureusement pas lire les questions aujourd'hui, c'était juste un décryptage des discours. Je vais vous laisser justement savourer en famille, avec vos amis, avec vos proches, cette transition entre 2018 et 2019. Je vous souhaite aussi
Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne fin de décembre, un très bon début d'année. Ce fut un plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous dans le cadre de cette année. Elle fut riche, elle fut incroyablement riche. J'ai vécu des choses incroyables. Je me suis vu au Cameroun adulé par mes compatriotes sous escorte quasi présidentielle alors que je n'étais pas candidat. J'ai vu dans ma chair ce que c'est que la reconnaissance populaire. Ça m'a renforcé dans l'idée d'essayer de travailler pour la population et non pour l'argent, pour un bien-être personnel pendant que les autres souffrent. La richesse populaire, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que j'ai la conscience tranquille et que je suis tranquille, en paix avec moi-même parce que je sais que même si je ne suis pas parfait, même si je n'ai pas tout bien fait et que certaines choses ne se sont pas passées comme prévu, même si je n'ai pas que des qualités, je sais quand même que mon idéal, ma conviction est ce que j'ai essayé de matérialiser dans les faits. La réussite se mesure quand on n'est plus vivant. Tant qu'on est vivant, le combat continue et on essaye justement d'atteindre l'idéal qu'on s'est fixé. Alors vive la renaissance du Cameroun. Je ferai une communication bientôt pour dire comment adhérer au MRC, comment s'inscrire et tout. Ce parti, quelqu'un m'a demandé le matin, est-ce que Martin Fayoulou de RDC va finir comme Maurice Kamto? Non, Maurice Kamto commence à peine, il n'est pas fini. Le MRC est en train de devenir bien plus grand que ce qu'il ne l'était. Énormément de gens veulent l'intégrer, énormément de gens m'écrivent, énormément de gens soutiennent l'idéologie. C'est de loin le politicien le plus solide, le plus convaincant au Cameroun à l'heure actuelle. Son discours était tellement génial que j'ai eu envie de manger une glace, j'ai envie de manger une pizza pendant que je l'écoutais, moi qui n'aime pas les pizzas, mais ça m'a vraiment donné des envies de femme enceinte. C'était jouissif, comme on dit, c'était très agréable parce que ce n'était pas que des mots, c'était des faits et c'était des choses que j'aurais dites moi-même si je l'avais écrit. Il n'a pas parlé pour draguer, il a parlé pour présenter le Cameroun comme il est et présenter les réformes qu'il entend et présenter la détermination qu'il a de continuer ce qu'il a dit le 25 octobre, défendre les votes pour rester un homme crédible, pour rester un homme solide, pour rester un homme de conviction. C'est dans cette logique-là qui est la mienne, c'est dans cette logique-là que moi je poursuis et voilà, c'est dans ce cadre que je vous souhaite une excellente fin d'année, une excellente bonne année 2019, vraiment je vous souhaite de vivre très longtemps, beaucoup d'années encore, je vous souhaite le meilleur, que toutes les choses positives imaginables vous arrivent cette année et enfin cette année qui vient et voilà, donc vive la renaissance du Cameroun, pas seulement en tant que parti, en tant que MRC, mais en tant que la nouvelle façon de penser qui est la nôtre. La nouvelle façon de penser qui est développée par la science, la technologie, la recherche, l'autosuffisance agricole, l'intelligence littéraire à écrire des livres et à élaborer des projets d'instruction pour le positif et non juste pour faire joli, le pragmatisme, la sanction des agresseurs et la discipline dans la revendication. Je suis très content d'être Camerounais, j'espère que vous aussi. Je suis très content de ce défi que nous avons face à nous. Le problème n'est pas une raison pour abandonner. Le problème est une raison pour entrer dans l'histoire en ayant été celui-là qui aura contribué à résoudre ce problème. Sur ce, je vous dis bonsoir et je vous abandonne sur cette superbe chanson. Ensemble, prenons le vivre ensemble sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Tels que mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance.
famille.